Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du grand débat de la rédaction sur les sujets polémiques, l'actualité de la semaine au Bénin. Oui, l'actualité, l'un des sujets qui a fait le tour de l'actualité pendant la semaine, c'est bien entendu la déclaration du nouveau docteur sur la sorcellerie au Bénin, le docteur Florent Essas Ressou, et bien sûr ses déclarations sur les médias et qui ont fait le tour des réseaux sociaux, également la réaction, bien sûr, des syndicats des Bokono aussi, à propos donc des travaux du docteur Ressou. Eh bien, nous allons en parler dans cette émission. Deuxième sujet également, c'est bien la COVID-19. Le gouvernement se donne 60 jours de campagne nationale pour exhorter les populations à la vaccination. Pourquoi, malgré les exhortations, les actions, les démarches du gouvernement, le doute persiste toujours au sein de certains qui ne se décident toujours pas à aller donc se faire protéger contre la COVID-19. Et puis la troisième question, c'est la situation au Soudan, l'ambiance pesante depuis la répression sanglante de mercredi dernier. On parle de plus de 15 morts et bien sûr les civils qui sont toujours dans les rues et font pression sur le gouvernement de transition qui est détenu actuellement par les militaires. Ces civils réclament bien sûr que les militaires quittent le pouvoir. Que dit alors de cette situation de déstabilisation, de violence au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre dernier? Le débat sera fait tout à l'heure avec Arnaud Moriagua ici à Chaudé. Arnaud Moriagua, bonjour. Bonjour Koné Aïssé, bonjour téléspectateurs de l'NTV, aux auditeurs de Diaspora. Luciaka, bonjour. Oui, bonjour Koné Aïssé. Alors, on va commencer par l'actualité au Bénin. Oui, c'est la campagne nationale pour la vaccination. 60 jours, le gouvernement se donne 60 jours donc, pour mobiliser les populations autour donc, de la vaccination. Avant donc le débat, retour maintenant sur la cérémonie de lancement à Boumakalavi. Passer de la campagne de vaccination de routine à une campagne accélérée. Et c'est pour ça que 3 ministres, 2 ambassadeurs et bien d'autres autorités à divers niveaux de responsabilité ont été mobilisés et sont accueillis à l'hôtel de ville de la commune d'Abomey-Calavi ce mardi. Une mobilisation qui en vaut la chandelle quand on sait que c'est pour lancer une riposte contre la pandémie du siècle, la COVID-19. Le nouveau grand fléau des temps modernes qui a brutalement pris de court le monde entier, après avoir surgi dans le quotidien des hommes depuis quelques années maintenant, 2019 plus précisément. Mais passé les tout premiers moments de panique et ayant globalement pris la mesure de la situation, chaque pays, à l'instar du nôtre, a conçu et a mis en œuvre diverses stratégies de riposte. Depuis 2019, le Bénin, à l'instar des autres pays de la planète, fait face aux ravages ou plutôt à la razzia du virus. Les chiffres dans le monde ne cessent d'augmenter, à en croire le représentant résident de l'OMS. Au total, 252 954 000 cas de Covid-19 ont été confirmés et plus de 5 95 000 personnes en sont décédées dans le monde. 3% de ces cas ont été enregistrés en Afrique, soit 7 111 000 cas et 179 000 décès. Au Bénin, le nombre cumulé de cas est de 24 833 avec 161 décès. Alors que les responsables gouvernementaux du Bénin comptaient sur la vaccination pour éradiquer le mal, la campagne de routine lancée a été fortement plombée par la désinformation doublée de la réticence de certains citoyens. Il convient donc, face à l'enjeu, de faire vite, de faire court, si le Bénin veut réaliser l'immunité collective, gage d'une meilleure reprise des activités économiques. Et c'est dans ce sens que s'inscrit l'actuelle campagne de vaccination accélérée de 2 mois. La propagation de fausses informations et de rumeurs infondées a plombé nos efforts. Beaucoup de nos compatriotes refusent d'aller se faire vacciner. À ce jour, notre pays a malheureusement une couverture vaccinale globale encore trop faible et insuffisante pour assurer une immunité collective à la population générale, je veux dire à nous tous. Mesdames et messieurs, face à cette situation et dans le souci de protéger le plus grand nombre de nos concitoyens,
nous avons décidé d'organiser cette campagne accélérée de vaccination des populations contre la COVID-19. Cette cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 marque un engagement fort du gouvernement du Bénin de vacciner plus de 1 million de personnes supplémentaires d'ici fin décembre 2021. Au cours de ces 2 mois, des séances de sensibilisation et de vaccination seront faites sur tout le territoire national. Arnaud Mouriagoua, alors le Bénin en campagne pour la vaccination, 60 jours. Oui, le Bénin en campagne pour la vaccination contre la COVID-19. Je pense qu'on était venu à un niveau où il fallait prendre le taureau par les cornes selon le gouvernement. Donc actuellement, puisque les gens ne se manifestent pas réellement, ne montrent pas leur intérêt pour la vaccination, il faut aller vers les populations pour leur proposer de se faire vacciner. Donc il y aura cette campagne-là où les gens chargés de vacciner les populations iront vers elles, seront sur le terrain pour donc vacciner élèves, écoliers, même les personnes qui sont toutes personnes qui ne voudraient pas se déplacer vers les centres de vaccination. Je pense quand même que c'est une bonne stratégie parce que certaines personnes ont la volonté, mais n'ont pas le temps nécessaire pour aller dans ces centres-là pour se faire vacciner. Et si peut-être ces personnes-là qui sont chargées de vacciner se portent vers les gens qui ont bien sûr la volonté mais qui n'ont pas le temps, je pense que ce sera plus facile de se faire vacciner. La COVID-19 gagne du terrain, les exigences s'augmentent de jour en jour, puisque dans les pays européens, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où même dans quelques jours, les personnes qui ne se sont pas vaccinées seront interdites d'accès aux lieux publics. Et je pense quand même que si l'on voudrait se protéger parce qu'on ne maîtrise pas véritablement cette maladie, il vaut mieux donc faire cette vaccination pour se mettre à l'abri, même si l'on n'est pas à l'abri totalement, parce qu'on dit que lorsqu'on se vaccine, on pourrait encore faire la COVID-19, mais pas les formes graves. Donc il va falloir se faire vacciner pour se mettre à l'abri, parce que nous devons continuer normalement par mener nos activités, par vivre, par fréquenter des lieux. Pourquoi pas organiser les fêtes, puisque chez nous, en Afrique, au Bénin, les fêtes, ça n'en manque pas. Tous les week-ends, il y a des manifestations qui sont organisées, les enterrements, les mariages, les baptêmes, tout ce que nous savons. Et c'est des lieux de regroupement où l'on peut transmettre facilement le virus de la COVID-19. Donc je pense quand même que pour être sûr et pour être bien dégagé dégagé en ce qui concerne sa conscience, il va falloir se faire vacciner. Le moment est choisi et que cette campagne va continuer. Espérons que les populations vont adhérer à cela et donc se feront vacciner massivement. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur l'adhérence, c'est bien ça, ou le choix que les populations feront pour pouvoir donc se faire vacciner. Alors, mais Isiaka Koshoni, sur l'initiative du gouvernement, est-ce que vous allez dans le même sens que Arnaud Mouriagoua et qui trouve quand même que c'est bien réfléchi de la part donc. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Lorsque vous suivez un peu cette conférence de presse du lancement, vous vous rendez compte qu'effectivement, le gouvernement Talon a décidé de finir avec CFDO dans d'autres pays. Mais le hic à mon niveau, et je peux le dire sans risque de me tromper, c'est comme au début, on avait mis la charrue devant les bœufs. C'est ce qu'on devait faire au début, la sensibilisation. On parle de 60 jours aujourd'hui de sensibilisation. Où était l'idée là? Et on a commencé par l'imposer à un moment. Et c'est après qu'on est reparti pour dire qu'il faut qu'on aille au niveau de la sensibilisation maintenant. Je crois que c'est maintenant que le gouvernement est en train de revenir à la maison.
Parce que lorsque vous savez que les gens sont réticents à aller se faire vacciner, ce n'est pas en l'imposant que cela pouvait aboutir. Ce n'est pas en gardant le bâton que cela pourrait aboutir, non. C'est la sensibilisation qui s'impose. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est par là on devait commencer. Comment les pays, à côté, je donne l'exemple d'un pays à côté, le Togo, je donne l'exemple du Togo, qui, d'une manière ou d'une autre, ont presque imposé la vaccination aujourd'hui sur les lieux et les places religieuses, les églises et consorts. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas imposer ce que les gens ne veulent pas. Alors, puisque vous l'imposez, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Et ça retire les gens. Mais lorsque vous allez vers la population, voilà les avantages, voilà, c'est pour votre bien. Et je l'ai toujours dit ici, si nous remarquons les autorités qui sont déjà fait vacciner, on se rend compte aisément qu'il n'y a aucun souci. C'est là qu'on devait commencer. Mais moi, je suis un peu peiné de voir, on impose ça au personnel de santé, on impose pas au personnel militaire et consorts. C'est sûrement parce que ça n'a pas pu aboutir qu'on s'est dit maintenant, allons à la de méthode. Et je pense que c'est la meilleure solution désormais. Oui. Là où on dit c'est bien imposé qu'on soit là. Si on peut revenir et aller vers la sensibilisation, le dialogue, je pense qu'on va atteindre tout vraiment. Belle initiative, mais c'est venu un peu en retard. Selon vous, Anou Moriagua, est-ce que le gouvernement, en fait, pour Issaka Kochonné, on aurait pu démarrer par là plutôt que de passer donc à une imposition dans certains secteurs, voilà. Oui, on aurait pu passer par là. En fait, le gouvernement a d'abord imposé la vaccination aux secteurs les plus exposés. Et c'est par exemple le secteur de la santé. Le secteur de la santé, presque dans tous les pays, on leur a exigé de se faire vacciner. En fait, ce sont des personnes qui sont au contact des malades. Et ce sont eux qui mettent premièrement leur vie en danger. Et je pense quand même que c'est pour leur protection qu'on les invite à se vacciner. Donc je pense quand même que demander au personnel, aux agents de santé de se vacciner, c'est plus ou moins ce qui est normal à demander. Si je prends le secteur des enseignants, où le problème se pose avec les syndicalistes qui disent qu'on ne devrait pas imposer à qui que ce soit la vaccination. C'est un choix, comme on le dit. Si vous ne voulez pas vous vacciner, vous serez prêt à présenter un test de PCR presque tous les 24 heures. Et je pense que ce n'est pas vraiment possible cette faisabilité, puisque les tests aujourd'hui est payant. Et voulez-vous payer chaque fois 25 000 chaque 24 heures ou 48 heures pour présenter un test PCR? Les enseignants sont au contact des élèves. Et ces élèves-là, nous devons également les protéger. Il y a quelques mois, on ne disposait pas de vaccination, de vaccins pour pouvoir donc vacciner les enfants de moins de, comment on dit, de moins de 12 ans. 12 ans. Oui, 17 ans. 12 ans. 12 ans. Ou bien c'est de plus de 12 ans. C'est-à-dire à partir de 12 ans. Voilà, c'est ça. Donc, des enfants à partir de 12 ans ne pouvaient pas se vacciner chez nous. C'est une réalité depuis plusieurs semaines maintenant avec le vaccin Pfizer qu'on peut donc utiliser pour vacciner les enfants, les élèves dans les collèges. Mais je pense également que le personnel enseignant qui est au contact des enfants, le personnel peut être facilement, la probabilité pour que le personnel enseignant soit contaminé, un enseignant soit contaminé, elle est très forte. Parce que l'enseignant est au contact des élèves. Et les élèves ont de multiples sources, de multiples provenances, viennent de plusieurs endroits. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'un enfant amène le virus, elle est très forte parce que ces enfants-là proviennent d'horizons divers. Donc, l'enseignant est plus exposé. Et je pense quand même que c'est une responsabilité individuelle, comme on l'a souvent dit ici. L'enseignant, pour se protéger, devrait donc se vacciner parce qu'il ne sait vraiment pas où et comment viendra le mal. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est un débat qu'on a mené déjà, mais on sent quand même que ça persiste parce que au sein de la population, le doute persiste.
Je crois que nous sommes autour de 3% de taux vaccinal. Si entre-temps les chiffres n'ont pas évolué, pour ce que j'ai eu à peu près une semaine en début de semaine, nous sommes autour de 3%. Peut-être que ça a évolué, on ne sait jamais. Donc le taux vaccinal est toujours faible. Alors, pourquoi le doute persiste au sein donc de la population par rapport à cela? Pourquoi toujours le doute, les craintes à propos donc des vaccins selon vous ici à Kakoshone? Parce que c'est un débat qu'on a mené, mais pourtant on sent que malgré les actions du gouvernement, et bien sûr, ça continue toujours. Voilà. Si les doutes persistent, il faut reconnaître que c'est la communication qui était autour de ce mal-là. C'est pas au Bénin ici que le doute là a commencé. Le doute a commencé depuis l'extérieur. Ceux qui fabriquent le vaccin, ceux qui sont plus touchés par le mal, trouvent des arguments pour dire ce produit, ce n'est pas un bon produit. Ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Beaucoup apprennent. L'information est passée en langue Nago, en langue Fon, Yoruba, partout, dans toutes les langues, que les vaccins là ne sont pas de bons vaccins. Maintenant, comment vous pouvez apprendre des informations comme ça et aller vous faire vacciner? Si les doutes là persistent, la communication était mal passée à l'extérieur d'abord. Les pays que nous copions, là où le mal a plus sévi, ça c'est mal passé, la communication c'est mal passé là. On revient ici aussi, au lieu d'aller avec technique, avec attention, on impose. On sait que ce qui est bon, c'est bon pour tout le monde. Si c'est bon, on ne peut pas m'imposer d'aller me faire vacciner. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière qu'on nous impose. Quand mon aîné parlait tout à l'heure, il disait qu'on a imposé le vaccin à certains secteurs comme le secteur de la santé, consort. Non, ce n'est pas le secteur de la santé. Arrivé à un moment, il y a des ministères qui ont dit, lorsque vous n'avez pas votre passe vaccinal, ne venez pas au niveau de tel ministère. Des mairies avaient commencé. C'est ça qu'ils appellent imposition. Lorsque vous savez que la chose va à l'avantage de l'individu, c'est pour son bien, c'est pour sa santé, et vous l'imposez, lui se dit, ah, pourquoi on m'impose ce vaccin-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché? Est-ce qu'il n'y a pas un bouc émissaire qui se cache derrière cette affaire-là? D'où, c'est ça, j'avais déjà dit à ma prise de parole, l'unique solution aujourd'hui, c'est pas la répression, bien l'imposition imposée. Non, non, non. Aller avec dialogue. L'enseignant, mon aîné parlait tout à l'heure des enseignants. Aucun enseignant n'a refusé de se faire vacciner. C'est toujours le doute là qui a fait. L'enseignant sait qu'il a en face des élèves, il a en face au moins de 50 apprenants qui viennent d'horizons divers. D'où, pour sa propre sécurité, il devait se faire vacciner. C'est toujours ce doute là qui a amené certains enseignants à dire non, moi je ne veux pas me faire vacciner. Et c'est ça, il a dit. Nous-mêmes, on a mal commencé la campagne ici. On doit aller posément. Je donne toujours l'exemple de ce pays-là. Parce que je suis toujours l'information dans ce pays-là par rapport au traitement du mal. Le pays va avec modération. Même ils sont partis jusqu'à dire, bon, comme c'est comme ça, pendant la période-là, bon, certains n'ont pas pu aller au service, sont restés confinés, qu'on sort. Voilà, on vous donne ceci, on vous donne ceci, des maïs, ainsi de suite. Ici, ce sont quelques têtes qui ont reçu des sous pour dire, pendant la période-là, qu'on sort. Lorsque vous traitez les gens avec modération, avec une attention particulière, il ne peut ne pas aller se faire vacciner. Mais lorsque vous imposez, vous dites, bon, puisque nous sommes les patrons du pays, on doit ne marche pas, surtout aux Béninois, aller avec modération. Et c'est la meilleure solution que le gouvernement a trouvée. Je ne sais pas d'où l'idée a quitté, mais celui qui a proposé l'idée là a trouvé définitivement la solution à la réticence des populations, je peux dire. D'accord. Alors, Anom Riagua. Oui, j'ai écouté avec attention le DP Kochoni et je pense tout de même qu'il faut un peu plus pour rassurer les populations, comme il le dit, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ne facilitent pas le travail à nos gouvernants, ne facilitent pas l'atteinte des objectifs visés par rapport au taux de couverture vaccinale. Les réseaux sociaux font véritablement peur aux populations parce qu'il n'y a pas ce jour où vous n'allez pas sur les réseaux sociaux et apprendre des choses sur ces vaccins-là, si ce n'est pas pour dire que tel était bien portant et il s'est vacciné, il a eu tel problème, il est décédé, c'est de nous montrer une vidéo où on dit que c'est le patron de telle maison qui produit le vaccin lui-même, qui refuse de se faire inoculer le vaccin. Il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux sociaux qui laissent hésitants les populations qui
qui donc ne sont pas rassurés. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que si les 3% de Béninois qui ont accepté de se faire inoculer le vaccin sont encore debout et continuent de vaquer à leur activité, continuent de circuler, et qu'il va falloir y aller et suivre le pas et se faire vacciner parce que ça rassure. Lorsque vous êtes dans un milieu et que vous êtes rassuré que tous ceux qui sont dans le milieu sont quand même vaccinés, ça vous protège et vous pourrez donc vous laisser plus ou moins aller. On a vu à des séances où ils ont dit oui, tout le monde est vacciné, donc enlevez vos bavettes. Et ça s'est fait, vous êtes plus à l'aise. Aujourd'hui, si ce n'était pas la vaccination trouvée, est-ce que les activités auraient pu reprendre facilement en France, par exemple, dans d'autres villes en Europe? Et aujourd'hui, nous avons vu des stades qui ont été vides et les joueurs seuls ont joué. Mais aujourd'hui, on a vu la reprise des championnats avec les stades remplis. Et c'est parce que ces populations-là se sont vaccinées, ces supporters-là se sont vaccinés. Et aujourd'hui, ils retrouvent leur sensation de supporter leur équipe et cette joie de se retrouver dans les stades et de voir le cul rouler. Donc, je pense quand même que nous devons faire l'effort de quelquefois fermer nos oreilles et nos yeux à ces rumeurs-là qui nous découragent. Chacun doit savoir choisir ses priorités et avancer selon ses intérêts. Oui, il y a aussi un aspect très capital. Bien sûr, la sensibilisation, c'est la meilleure méthode. Mais il y a aussi quelque chose. Lors du lancement de cette campagne, vous avez les autorités qui étaient sur le terrain. Le ministre Biotchanen l'a dit tout à l'heure que les rumeurs infondées ont plombé les efforts. Non, ce n'est pas les rumeurs la seule. Il faut, tant qu'ils étaient à la mairie d'Abomey Calavi la fois dernière, s'ils pouvaient garder au moins 2 ou 3 docteurs spécialistes de santé qui étaient avec eux et dans leur point, ils ont pu démontrer, communiquer pour dire voilà. Je pense que c'est plus rassurant aussi. Oui. Il faut qu'on trouve des docteurs pour nous expliquer un peu les conséquences dans le temps et dans l'espace. Ou bien ils vont nous dire que même ne savent pas les conséquences dans le temps et dans l'espace. Si on ne connaît pas les conséquences dans le temps et dans l'espace, pourquoi on va nous l'imposer alors? D'où à ce niveau aussi, il faut qu'ils nous trouvent des docteurs qui maîtrisent. Pourquoi pas déplacer même ceux qui ont fabriqué 2 ou 3 dans le pays pour dire voilà, c'est nous qui avons composé le produit et voilà, dans le temps, vous n'aurez rien, et ainsi de suite. Je crois que c'est la meilleure solution aussi. Parce que la crainte là, ne cherche qu'à être rassurée. Voilà. Ou bien il n'y a personne pour nous rassurer, au moins dans le pays aussi. Mais s'il n'y a personne pour rassurer, pourquoi imposer donc cela à la population? Alors, mais à cette allure, surtout vu l'implication donc, des maires aussi, parce que le gouvernement a dû associer surtout aux responsables communaux pour pouvoir donc relever ce défi. Est-ce qu'au bout de ces 60 jours, on est sûr de relever le taux vaccinal dans ce contexte où beaucoup d'autres polémiques circulent autour de la maladie et surtout des vaccins? Est-ce qu'au bout de ces 30 jours, on est sûr d'atteindre l'objectif Je crois qu'au bout de ces 60 jours, on peut atteindre l'objectif. Si les maires, ne font pas le Django, parce que tel que la décision est prise, il y a certains maires qui peuvent faire le Django, imposer ou bien commencer par dire des choses à la population. Ça n'attire pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est pour la santé des populations. Mais les maires, les conseillers, les chefs d'arrondissement doivent faire le profil bas. Regarde les ministres qui se sont déplacés à la mairie d'Abomey Calavi. On va dire que ces ministres-là n'ont rien fait. Ils sont venus pour la cause commune. Mais vous avez constaté peut-être d'ici à là, des maires qui vont commencer par donner d'autres directions, commencer par imposer certaines choses. J'ai lu dans certains organes hier où certains maires ont commencé par prendre la campagne comme la victoire pour se faire voir au chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas besoin de passer par la campagne pour se faire voir. C'est pour le bien. C'est pour le bien de la population. Il faut que les maires, pour atteindre l'objectif, il faut que les maires aient le profil bas. Même s'il peut aller bas, sans sensibiliser la population, en leur montrant les avantages, les conséquences, aller avec douceur. Mais vous n'avez pas fait votre vaccin, ne venez pas essayer, retournez comme ça, vous renvoyez comme ça à la population, je crois. À mon humble avis. D'accord. Alors, Moriago. Non, je pense que ce n'est pas l'occasion de récupération
politique et de se faire plaire aux yeux du chef de l'État. Et je pense quand même que les élus communaux devraient plus se rapprocher des populations et leur expliquer, leur montrer le bien fondé de cette vaccination et donc les amener à y adhérer, comme le dit le DP Kochoni, les rassurer de plus et pour faciliter déjà la descente sur le terrain aux personnes là qui doivent aller inoculer le vaccin. Au finish, la question, vous l'avez posée, est-ce que le gouvernement pourrait atteindre l'objectif visé, augmenter le taux de couverture vaccinale sur le plan national? Et je pense quand même que cette campagne qui va durer 60 jours, avons-nous dit, qui va durer 60 jours, je pense quand même que ce n'est pas peu. Et au bout de 60 jours, je pense qu'il y aurait beaucoup d'adhésion à la vaccination. Comme je vous l'ai dit, des gens ont bien sûr la volonté, mais n'ont pas le temps qu'il faut pour se déplacer. Si ces personnes-là vont vers ces genres de personnes, Dieu sait qu'elles sont des milliers, et on pourra donc les vacciner. Les enfants dont les parents souhaitent qu'ils soient vaccinés également seront vaccinés. Et je pense quand même qu'au bout des 60 jours, même si je ne sais pas quel taux de couverture recherche le gouvernement, mais on aurait quand même augmenté un peu plus ce taux-là de 3%. Ça pourrait atteindre un taux de 5%, pourquoi pas, et afin que le gouvernement continue le travail de solliciter, d'inviter les populations à se faire vacciner. Je crois quand même que n'oubliez pas aussi un aspect. Il ne faudrait pas que la population commence par se faire vacciner et on va commencer par dire la rupture du vaccin. C'est ça. Vous vous rappelez du passé. C'est ça. Voilà. On va commencer par se faire vacciner, on va dire, bon, il y a rupture. Je pense que le gouvernement aurait déjà pris cette disposition pour qu'on n'assiste pas à cela. Il ne faudrait pas que les gens décident d'aller se faire vacciner. On va dire, tel n'existe pas, tel n'existe pas. Je crois qu'avec ça, les gens seront encore plus découragés. Alors, le plan ne se pose pas seulement au Bénin, puisque dans la sous-région ouest-africaine, et bien sûr, pour ces chiffres que j'ai eu en début de semaine, bien entendu, je le reprécise, et bien sûr, on est autour de 4% dans la sous-région en matière de couverture vaccinale. Ça voudra dire que ce n'est pas seulement au Bénin, la réticence par rapport au vaccin se dit, mais dans la sous-région en général et sur le continent, j'allais dire, sur le continent en général et dans la sous-région en particulier. Et ça dit que parce que l'Afrique n'a pas été autant touchée que les autres, pourquoi les Africains font cette tête par rapport donc, au vaccin? Je crois que ça reste des sujets à élucider à Nomoriagua. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été autant touchés? Parce que quand on parle de dégâts en fait en vies humaines, l'Afrique qui serait autour de 3%. On n'est pas autant touché, oui, c'est aussi l'un des arguments, mais vous savez que les Africains comptent sur des produits locaux, les méthodes traditionnelles que nous utilisons tout en blaguant avec, comment ils appellent, le Linway ou autre chose. Ils sont rassurés et qu'ils ne seront pas contaminés et depuis le début, ils l'ont toujours chanté. On entend des recettes que des personnes proposent sur les réseaux sociaux et donc je pense quand même que... On peut se fier à nos méthodes traditionnelles. Est-ce que c'est ça qui a fait la force de l'Afrique? Parce qu'à un moment donné, l'OMS même a recommandé quand même que les Africains puissent se baser aussi sur le traditionnel. Est-ce que c'est ça qui a fait que l'Afrique a été... Voilà. S'il n'y avait pas le continent européen, écoutez, s'il n'y avait pas le continent européen pour fabriquer les vaccins, les continents américains pour fabriquer les vaccins, ça veut dire un tel mal touche l'Afrique, on va rester comme ça, non? Nous avons aussi des réalités, des faits. C'est ça. Je ne sais pas quand il est devenu un traduit praticien. Il a commencé par donner les faits. L'Afrique en elle-même pouvait, d'une manière ou d'une autre, que je recherche activement d'ailleurs. D'une manière ou d'une autre, pouvait quand même supporter le mal. Oui. Si on donnait l'occasion à l'Africain d'aller par les traitements africains, peut-être on aurait aussi déjà la solution
Parce que quand le mal était arrivé, beaucoup ont fait des propositions. Mais pourquoi cela n'a pas été sondé depuis quand même et que l'Afrique soit restée tranquille à attendre les autres? L'Afrique n'a pas laissé attendre les autres. Des gens ont proposé et on sait comment ça s'est passé. Dès le début, il y a eu des propositions. Voilà, il y a des propositions. Même au Bénin ici, qui rapidement était tué dans l'œuf. Je pense que si ça ne marche pas, c'est l'occasion d'appeler ceux-là pour qu'ils viennent maintenant pour dire, bon, vous avez fait des propositions, voilà ce qu'il faut. D'accord? Aussi, il y a les États africains, beaucoup d'États africains ont fait trop d'impositions. Je ne donne pas le nom du pays parce que je ne suis pas là pour vérifier réellement. Un pays a dit, les fonctionnaires qui ne vont pas se faire vacciner n'auront pas les salaires. Comment on peut imposer des choses comme ça et les gens iront se faire vacciner? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui marche là. Et c'est ça, moi-même, étant journaliste, je suis en train de chercher qu'est-ce qui est caché c'est ça. On attire la curiosité des gens à se dire, mais quel est l'intérêt pour les gouvernants à nous forcer à aller nous vacciner? Alors qu'on pouvait y aller simplement par la sensibilisation. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas l'urgence au plan mondial, vu que la pandémie décime quand même si l'Afrique est faiblement touchée. Nous sommes tous des adultes, ça fait beaucoup de dégâts. Ceux qui font les vaccins sont des adultes, ils savent ce qui est bon et ils savent ce qui n'est pas bon. Moi, je serais permis de décider de laisser mes enfants. Si c'est comme ça, je suis conscient, on n'a pas obligé de m'amener à dire, parce que aussi la Covid ne fait plus peur aux Africains. Oui, comme au début, quand on a commencé à parler de Covid. La Covid a fait tellement peur. Ça a créé une psychose terrible. Surtout quand en mars 2020, on a détecté le premier cas au Bénin. Voilà. Bon, au finish, on voit certaines personnes voient ces femmes vaquer à leurs occupations, marcher normalement et tout. Donc, on se dit, bon, entre-temps, vous avez vu, les gens ont baissé un peu les bras par rapport aux mesures barrières, aux gestes barrières. Le moment et finalement, on a constaté que le pic a repris et finalement, le gouvernement a repris encore les sensibilisations et tout. Non, la répression, il n'y a pas assez pour dire. Oui, la répression. Voilà. Bon, jusqu'à l'imposition du pass vaccinal et tout, on nous a dit quand même qu'il y a encore un peu d'accalmie ces temps-ci. Et le ministre a dit, et c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Donc, c'est ça qui l'a donc amené à cette campagne vaccinale. D'accord. Alors, merci Anno Moriagwa. Isiaka Kochino, on va changer de sujet. Est-ce que c'est un sujet délicat? Est-ce qu'il faut être initié avant d'en parler? Vous voulez parler de la zétologie? Est-ce qu'il faut avoir des autorisations particulières? Bon, en tout cas, nous, on va faire des analyses superficielles. Les initiés vont continuer la suite. Anno Moriagwa, c'est un débat d'initiés. En tout cas, là, maintenant, on change de cap, pas forcément, puisque le docteur nous a dit qu'il n'est pas doté, qu'il n'a pas la sorcellerie. Donc, je pense que le débat n'est pas forcément un débat des initiés, puisque ce n'est pas pour aller parler des sujets, des détails liés à la sorcellerie, mais bon, de rester dans les mesures de la recherche de notre docteur. Mais pour faire la recherche, il faut être initié. L'initiation s'impose. On n'est pas forcément initié. Et c'est ça qu'il nous a démontré. Il a dit qu'il n'est pas un sorcier. Par conséquent, il n'est pas un initié de la sorcellerie, mais il s'est permis de faire une incursion dans ce secteur-là, dans ce domaine. Peut-être c'est ça qui amène les gens donc, à dramatiser son travail. La science qui maintenant s'invite dans un monde mystique, un peu mystique, métaphysique. Bonne question. La science qui s'invite dans un domaine mystique, métaphysique et qui amène des gens à raisonner, qui prêtent à confusion. Puisque nos concitoyens béninois, certains intellectuels, peut-être avertis, pensent que la sorcellerie est du domaine métaphysique et donc ne saurait être considéré comme un élément scientifique tangible. Donc, il trouve que c'est plutôt de la philosophie que de parler proprement de la sociologie, anthropologie. Mais d'autres pensent quand même que c'est un sujet bien ancré dans la sociologie dont on peut forcément débattre. Par exemple, si l'on sait que le professeur Honorat Aguessi a fait sa thèse en Europe sur le Tolègba.
Donc, le Tolegua, c'est sur ça que lui, il a donc fait sa thèse. Donc, on pense quand même que également la sorcellerie également fait faire l'objet de recherches dans le domaine sociologique. Et justement, voilà, c'est c'est ce que le docteur, désormais, le docteur Florent Ressou a fait. Donc, sa thèse il a soutenu sa thèse sur la sorcellerie, bien entendu. Et bien après, les polémiques, bien sûr, fusent de toutes parts. On a eu quand même certaines déclarations du docteur Florent Ressou quand il était sur la chaîne, la station. Je ne vous arrête pas, Corneille Haïssé. Il faut d'abord dire que peut-être beaucoup de Béninois ont été surpris de constater qu'il y a une thèse qui a été réalisée dans le domaine de la sorcellerie. Et les gens étaient surpris. Les gens pensent même que c'est pour la première fois que ce travail a été effectué. Et c'est pas que les gens pensent, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça que ça a été présenté. Non. Je vous dis que ce n'est pas pour la première fois. Il n'est pas docteur en sorcellerie. Il a d'ailleurs dit qu'il n'est pas sorcier. Il n'est pas docteur. Il a fait une thèse. Il est docteur socio-anthropologue. D'accord. Ça te l'a porté sur la sorcellerie, bien entendu. Alors, il a fait ses recherches sur la sorcellerie. Il n'est pas sorcier. Il n'est pas initié. Il n'est pas docteur en sorcellerie. Il est docteur en sorcier, donc je vous ai interrompu, Corneille Haïssé. Attention à vous. S'il vous plaît, Corneille Haïssé. Docteur en sociologie, là. Corneille Haïssé, je vous ai interrompu pour vous dire que très tôt sur les réseaux sociaux, nous avons vu des choses pas possibles. Azétologue, la zétologie, le docteur en azé, on a tout vu. Et déjà, ça a emballé la toile. C'est par là que les polémiques ont commencé. Je vous laisse continuer. Alors, mais d'abord, pourquoi autant de polémiques autour de ce sujet? Autant de polémiques, parce que c'est ça, à ma prise de parole avec mon doyen, je disais autant de polémiques parce que c'est pour la première fois qu'on a vu quelqu'un soutenir à travers ce thème-là. Pour ne pas dire, c'est pour la première fois qu'on a un docteur en sorcellerie. Oui, d'accord, c'est pour la première. Oui, je rectifie, donc c'est pour la première fois que quelqu'un a soutenu à travers ce thème. Et c'est un thème aussi qui se trouve dans la société. C'est courageux, il faut le remercier. C'est un thème qui est au sein de la population, donc beaucoup ont... Que nous vivons lorsque vous avez une grand-mère... Les bienfaits ou les... Lorsque vous avez une grand-mère, par exemple... Nous subissons... Vous avez une grand-mère dont on dit qu'elle est sorcière, vous avez peur d'elle. Ou bien une soeur, vous appelez que c'est une sorcière. C'est ça le mal chez nous, quand on voit une personne âgée déjà... Si quelqu'un qui ose aller faire des recherches dans le domaine, il est à saluer. Moi, je le dis ouvertement, je le salue, et c'est du courage. Beaucoup n'ont pas ce courage-là. Malheureusement, ce que je déplore, c'est les commentaires qui se trouvent autour après la soutenance. Il est à féliciter. Ces années ont fait une sortie, je vais entamer ça en même temps. Ces années ont fait une sortie médiatique. En entendant, oui, il y a eu, quand on va revenir rapidement sur ces déclarations. D'accord. En tout cas, moi, je le salue. C'est un travail louable. Et s'il pouvait continuer, et tenu compte des reproches, il sera peut-être le premier béninois. Je ne vais pas dire le premier docteur en sorcier, le premier docteur qui a mené les recherches dans ce domaine. Alors, d'accord. On a eu, malheureusement, c'est une coïncidence ou pas, on ne sait pas. Alors après son passage sur la radio Océan FM, avec la déclaration, d'abord cette déclaration, donc il a dit que voilà, chez la femme, l'organe féminin reste le temple de la sorcellerie. Et ça, il a d'ailleurs attiré la colère des femmes sur les réseaux sociaux. Et ensuite, quelques instants après, vous avez vu ce qui s'est passé à Nomoriago, à une coïncidence. Une coïncidence. Vraiment une coïncidence. On va le dire ainsi, une coïncidence, même s'il y a des choses qui se passent dont on ne peut pas avoir toutes les explications. Ce qui est dans l'irréel dépasse ce qui est dans le réel. Il faut être un initié d'abord. Il faut être vraiment un initié pour comprendre ce qui s'est passé. Mais il s'est fait que, après son passage sur cette radio-là, cette radio
a malheureusement brûlé. C'est le moment de dire nos compassions à nos confrères de OCRFM, à ses promoteurs également. Et je pense que c'est une pure coïncidence puisque Florent Eustache Pessou est passé dans la matinée et c'est dans l'après-midi que l'incendie est arrivé. Et les causes des incendies, c'est des causes multiples et je pense que les experts avérés dans le domaine pourront faire les investigations et dire à nos confrères ce qui a causé cet incendie-là. Déjà, les premières informations seront les sapeurs-pompiers seraient un coup-circuit qui peut arriver à tout moment, partout. Donc, je pense que nous devons laisser de côté ce qui concerne son passage qui a causé l'incendie sur cette radio. Alors maintenant, on revient à cette déclaration. Avant. Puisqu'il a dit qu'il n'est pas un sorcier, qu'il n'est pas un initié. Alors comment peut-il alors réaliser ces travaux qui lui ont valu d'ailleurs sa thèse de doctorat sur la sorcellerie si il n'est pas un pratiquant ou... Ouais. Et vous auriez mené des recherches. Je pense que la question est adressée d'abord à Maury. Je reviens à vous tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas de souci. La science n'a pas forcément besoin que l'individu soit un initié du domaine. L'individu fait ses recherches. Le chercheur va chercher les informations scientifiques. Il fait une hypothèse. Il a des objectifs. Et il s'agira de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Donc, c'est en fonction des hypothèses formulées qu'il établit son questionnaire. Et donc, pour répondre à ces questions-là, il va se rapprocher. Il définit son échantillon et son échantillonnage et il s'approche des personnes indiquées, des personnes mieux indiquées pour pouvoir administrer son questionnaire. Il y aura forcément des gens qui seront plus ancrés dans le domaine, qui seront interrogés et il y aura des gens non initiés, des gens novices, profanes, qui seront également interrogés. Et c'est au bout de ces efforts de recherche-là qu'il arrive donc à croiser les données et à tirer les conclusions. Il peut forcément il n'a pas besoin d'être un sorcier ou une personne initiée du domaine. Il suffit qu'il rencontre les bonnes personnes capables de répondre aux questions qu'il recherche pour pouvoir éclairer sa lanterne de recherche. Alors, quand je prends par exemple des travaux sur la géologie, il y a des laboratoires qui existent. Quand je prends des travaux sur la chimie, il y a des laboratoires qui existent où vous pouvez trouver des échantillons. Mais il n'y a pas de laboratoire où on peut trouver des échantillons de sorciers et de trucs là. Alors, c'est un monde qui est un peu plus complexe. Et voilà que le docteur estime que, pour faire court à cette polémique-là, a expliqué qu'il n'est pas du tout un sorcier. Alors, tout à fait. Alors quel crédit à donner à ces recherches si lui-même n'étant pas un initié, comment a-t-il pu avoir toutes ces informations? Bon, je crois que lorsque nous allons un peu dans le domaine de la littérature, on commence par là. Les critiques, il y a des gens qu'on appelle c'est un critique, comme les gens comme Maouillon, c'est des critiques. C'est ça. La plupart des critiques, c'est la lecture personnelle. Et ça c'est prouvé aussi. La plupart des critiques, j'ai dit la plupart, je n'ai pas dit comme Maouillon, la plupart des critiques n'écrivent pas des romans. Mais ils sont capables de vous dire, tel que le récit là a évolué là, il y a ceci qui manque, il y a cela qui manque et qu'on sort. Vous voyez? Là d'abord, on n'a pas besoin forcément d'être sorcier avant de mener les recherches dans le domaine de la sorcellerie. Ce n'est pas pour m'égosier. Moi, je ne suis pas chasseur, mais j'ai mené des recherches dans le domaine de la chasse et j'ai des informations très fiables, très pertinentes. D'où on n'a pas besoin d'être sorcier avant de mener les recherches dans la sorcellerie. Et ça n'a aucun handicap pour ces recherches. Lorsque vous allez lire, peut-être vous lisez un peu, vous l'écoutez même, à travers ces recherches, à aucun endroit, il n'a pas montré comment il a appris par la sorcellerie, comment il est sorcier. Mais il a montré comment cela fonctionne. Et son but n'est pas de saboter le travail des sorciers. Il a dit non. Son but, c'est de montrer le côté positif des sorciers. Parce que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on dit sorcier en même temps, c'est quelqu'un de mauvais esprit. C'est quelqu'un qui tue en même temps. En fait, tel que nous
nous concevons, nous voyons, nous vivons chez nous à des côtés positifs. Les sorciers, bon, Quand avant on d'aller parle vers de mon doyen, sorcellerie, nous voyons le mal. voilà, Nous nous voyons le mal. Mais il y a le côté positif. Si quelqu'un qui fait des grigris, que ça marche correctement là, il ajoute la sorcellerie. Je ne dis pas n'importe quoi. Parce que je vous l'ai dit, j'ai rencontré des chercheurs avec qui j'ai dialogué. Quelqu'un qui fait des grigris, ça marche correctement là, il ajoute la sorcellerie. Vous entendez que lui là, écoutez, je ne suis pas là pour défendre le docteur. Oui. Si ça marche bien déjà. Mais écoutez, lorsque quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un, il passe par les sorciers. Maintenant, celui qui fait les grigris, ils sont souvent en relation avec, comment on appelle, avec les sorciers. Pour délivrer quelqu'un de la main des sorciers, c'est celui qui fait bien les grigris, qui connaît comment ils fonctionnent. Et ça, Jésus a dit qu'il n'est pas sorcier, c'est réel, c'est pas que je suis avec lui. Lui-même, il a dit ça. Mais il a voulu montrer seulement les côtés positifs de la sorcellerie. Ils sont dans nos familles. Oui, ils sont dans nos familles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un vrai débat. Vous apprenez que votre Écoutez, apprenez que votre tante, la sorcellerie, c'est fini, on commence par la fuir. Vous allez au village, elle vous donne des garis. Parce que ce que nous vivons chez nous, c'est que ça fait du mal. C'est parce qu'on pense que c'est le côté mauvais que le sorcier a. Le sorcier a aussi le côté bien. Et le côté bien, en quel sens? Il a le côté bien, en ce sens que dans sa recherche, ou bien un sorcier, j'allais dire, je suis un peu, oui, et dans sa recherche, il a montré qu'ils ont aussi le côté. Comment comprenez-vous qu'un sorcier, quelqu'un qui est fort, puisse s'adoser contre le mur et se trouver ailleurs? Si on ramène ces réalités-là en Afrique, est-ce que ce n'est pas une bonne pratique? Peut-être dans sa recherche, on aboutira à ce niveau un jour où il peut vous apprendre comment adoser contre le mur et se retrouver aux États-Unis. Les gens sont au Bénin ici, mais la nuit, ils opèrent aux États-Unis. C'est l'Africain qui fait ça. Pas Bichet d'Almette, on voyage, c'est la sorcellerie qui fait ça. Mais si on ramène tout cela, on n'a pas besoin de passeport, désormais, visa pour aller en France. Tu peux aller opérer en France, prendre le dossier que tu veux prendre, lever rapidement avant la journée. Là, l'Afrique serait plus fort que le blanc. Oui. C'est le côté positif, ça. Ne voyons pas le côté négatif dont vous parlez en son temps. Rappelons que Florent Essach-Ressou a soutenu sur le thème la sorcellerie à Zé, au sud du Bénin, études socio-anthropologiques. Donc, je pense quand même que c'est un thème qui est assez vaste. Assez intéressant. Assez très vaste. pertinent aussi. J'aurais bien aimé qu'il développe un aspect donné, la sorcellerie au sud du Bénin, études socio-anthropologiques, 2 points, l'aspect concernant temps par exemple. Et je pense que ça aurait pu être plus intéressant de s'appesantir sur un domaine pointu, parce que si on prend la sorcellerie de façon générale, je pense tellement qu'il y aurait tellement de choses à dire que forcément on ne pourra pas approfondir tout ce qui concerne la sorcellerie. En tout cas, nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux en attendant de lire ce document-là, qu'il a parlé des 41 types de sorcellerie. Il a cité ce que chaque type de sorcellerie fait et tout ça là. Mais nous avons vu la réaction du SINAMITRAB, le syndicat des intellectuels, comment dire, assimilés. Oui, c'est le syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin. Et qui ont quand même réagi et ont dit un certain nombre de choses. Et c'est leur point de vue, c'est leur appréciation. Alors pour ce syndicat, j'ai quelques mois M. Ressou s'est profondément trompé. Ce que les Béninois, Béninois appellent à Zé. Bon, pour eux, c'est que bon. Oui, j'ai aimé leur réaction, mais il faut saluer quand même Florent Essach-Ressou qui a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Moi, je n'ai pas totalement aimé certaines personnes lors de leur déclaration. Sympa. Même lors de la soutenance, à la fin, les docteurs, vous mettre, le président du jury vous dit, poursuivez la recherche. Il a posé un pas et d'autres peuvent continuer. Très bien. Mais j'ai suivi un audio, dit c'est nul ça, il est raconté, il a fait comme ça. Je crois que ce n'est pas bien. Florent Essach, le docteur, Florent Essach-Ressou a besoin ou mérite d'être félicité. Parce qu'il veut créer aussi son école.
la curiosité peut nous amener à aller dans son école et voir ce qu'il vient École de la enseigner. sorcellerie. Oui, et voir ce qu'il vient enseigner là réellement. Ne commençons pas à l'attaquer à gauche, à droite d'abord, qu'on le laisse et qu'on lui fasse des propositions, que de l'attaquer comme ses aînés l'ont fait hier ou avant-hier. En tout cas, le débat va continuer à Nomori Ce que moi je n'ai pas compris, c'est quand il commence par faire le déballage par rapport au vagin, au cesse, au cunimbus ou quoi là. Et tout ça, moi, cumulingus, bon. Quand il commence par bon, quand vous avez les documents, peut-être on aura les informations moi, à ce niveau. Le débat va continuer. Je ne comprends, je ne fais plus bien le lien entre tout cela et sa recherche sur la sorcellerie. Voilà, d'accord. Vous faites un doigt, merci à vous. Merci, Siaka. Oui, je suis bien. 5 secondes. Il pourrait le dire autrement, mais d'aller jusqu'à dire que le sexe de la femme est le temple de la sorcellerie, je pense que c'est trop parti. Il pourrait voir comment le dire autrement pour cacher un peu. Nous reviendrons sur ces aspects-là. Bien sûr, dans le prochain numéro du Forum de la rédaction, on n'a pas pu donc éplucher le sujet concernant, bien sûr, le Soudan. Ce n'est aussi que partie remise. Merci à toutes et à tous. Et puis, passez donc d'agréablement en compagnie de nos programmes, bien sûr, sur la 102.3 et d'NTV.